Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Lords of Hellas, un jeu de chez Awaken Realms, et donc un gros jeu énorme comme on connaît la compagnie, avec beaucoup de figurines. Alors c'est à la fois un jeu nouveau et ancien. Pourquoi? Parce qu'il date de 2018 et donc c'était à la suite de This War of Mine que la compagnie avait sorti cette nouvelle boîte. Donc cette fois-ci c'était un jeu de confrontation après This War of Mine qui était plus un jeu de gestion inspiré d'un jeu vidéo et qui était très dark. Et là, on retrouve des jeux de confrontation de 1 à 4 joueurs avec, comme on connaît toujours, vraiment une boîte très très lourde. Alors, c'est juste une boîte pour le coup. Le format n'est pas très grand, mais vous voyez, elle est quand même très très large et elle pèse, hein. Clairement, elle pèse. Alors, c'est quoi l'univers? L'univers, ça va nous placer dans un monde plutôt de la mythologie grecque, avec des héros de la mythologie grecque, mais tout ça rematiné avec du steampunk, du cyberpunk, c'est-à-dire que vous aurez de l'alliance entre des monstres mythologiques et des machines. Alors, comme je le fais toujours dans la chaîne, j'aime bien regarder le dos de la boîte. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations intéressantes, une présentation qui est relativement claire. Donc là, tout de suite, ce qu'il faisait comme promotion, c'était la présence de figurines énormes de 12 cm de haut. Et donc, effectivement, dans le système de jeu, vous allez avoir des figurines alors pas à monter, mais qui sont complètes comme ça, mais qui au fur et à mesure du jeu, vous allez les faire s'agrandir parce qu'elles sont composées en fait de 5 pièces. Donc la promesse du jeu, c'est un jeu 14+. Bon, pourquoi pas, c'est pas un jeu non plus très très compliqué, mais voilà, ça existe de la connaissance. 60 à 90 minutes, moi je dirais un petit peu plus quand même, et de 1 à 4 joueurs. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a un mode solo dont je ne parlerai pas vu que je ne l'ai jamais essayé. Mais en tout cas, j'ai bien essayé le mode à 3 et 4 joueurs, j'ai jamais non plus essayé à 2 joueurs. Puis c'est vrai que des jeux de confrontation à 2, ça devient un peu plus tactique et je suis pas sûr que ce soit le bon jeu. Des jeux à deux, peut-être dans un fort. Il y en a des mieux, quoi. Après, il y en a peut-être des plus longs parce que je pense à Star Wars Rebellion ou à la Guerre de l'Anneau. Mais voilà, ça c'est les tops des jeux à deux. Voilà, pour celui-là, dans les jeux à 3-4, donc ça c'est les schémas un peu plus classiques. Donc vous allez avoir une grande carte avec trois grandes statues et aussi d'autres choses à mettre et un plateau de joueurs. Là, vous voyez Achille, Héraclès, donc là, ça va être Hélène, et le dernier, c'est Persépolis, je crois, avec chacun une asymétrie, vu que chacun aura des pouvoirs différents, des pouvoirs relativement puissants, donc ça va orienter un peu votre façon de jouer, quoi. Et donc, maintenant, on attaque l'ouverture de boîte. Vous voyez, j'ai coupé un peu ma respiration parce que la boîte est lourde. Et donc, on rentre un petit peu dans le sein des seins. Alors là, il y a un petit reflet, vu que je suis en lumière naturelle. Donc là, on voit les belles illustrations quand même. Moi, enfin, en tout cas, moi, je les trouve belles, sombres, un peu gothiques, mais vraiment qui vous mettent dans l'ambiance. Vous sentez qu'on ne va pas rigoler, quoi. Donc, sur la présentation des règles, très classiquement, la présentation du matériel. Donc, on est sur des règles assez grandes. On voit tout de suite qu'on va avoir du beau matériel, je trouve. Et des règles bien illustrées, avec des exemples, même si je sais qu'au début, j'ai eu deux, trois petits doutes. Donc là, qu'est-ce qu'on nous propose? Voilà, 7 monstres, hein. Donc là, je vous tease parce qu'en fait, je vais vous les montrer. Et les trois grands monuments qui sont des grandes figurines. Quatre héros dans la boîte de base. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs extensions dans ce jeu-là. Donc, c'était avec les KS, parce qu'à la base, Awaken Realms livre beaucoup en KS. Et après, il y a quand même eu la boîte de base qui est sortie en version boutique. Voilà. Donc, du matériel et des règles grand format, façon journal. Voilà, c'est un peu la norme. Donc la mise en place qui vous est expliquée et tout ça. Le livret de campagne, donc ça c'est quand même pour le jeu solo. Donc a priori, si c'est fait comme ça, c'est qu'il doit y avoir quand même un intérêt un petit peu au jeu solo, mais j'avoue que ça m'a jamais donné envie, quoi, en fait. Bon, voilà. Alors la petite surprise dans cette boîte-là, vous n'allez pas la voir forcément tout de suite. Donc là, c'est les quatre personnages qu'on retrouve. Donc Achille, Héraclès, et ensuite, vous allez voir Persée et Hélène. Voilà.
percer Hélène. Et moi, j'ai un petit bonus normalement qui doit traîner. Voilà. Donc ça, c'est les plateaux aussi. Donc ça se superpose et en fait, ça permet de déterminer la couleur. Voilà. Si vous voulez jouer Hélène en bleu ou si vous voulez percer en bleu, voilà, vous pouvez. Alors, je crois qu'il y a quand même une couleur qui est plus ou moins visible. Mais voilà, ça vous permet d'avoir les couleurs que vous voulez. Ça s'assemble comme ça. Et ça va être votre plateau de jeu. Et j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est là-dessus que vous allez programmer vos actions. Donc le petit bonus que j'ai eu dans la boîte retail, donc ça c'est pour le jeu de base, le jeu solo, pardon. Donc le petit bonus que j'ai eu sur la version, c'est Ulysse. Donc c'est un personnage qui n'était pas dans la boîte de base, mais qu'on a pu se procurer dans certaines boîtes vendues en boutique, et c'était mon cas. Et donc vous avez 5 personnages au lieu de 4. Et c'est super bien. Pourquoi? Parce que en fait, comme vous pouvez jouer à 4, bah, ça évite d'avoir tout le temps la même configuration avec les 4 mêmes personnages. Donc Ulysse a un pouvoir un petit peu différent. Alors est-ce qu'ils sont tous équilibrés? Je ne suis pas sûr, mais chacun des pouvoirs est assez puissant, quoi. Sinon, là, c'est des petites plaquettes consacrées aux monstres. Donc là, vous avez les 7 monstres du jeu, donc des monstres mythologiques, hein, classiques, comme la chimère, cyclope, méduse, hydre, voilà. Donc, et chaque monstre est un peu différent, enfin beaucoup différent même, parce que vous allez pouvoir les tuer uniquement avec un jeu de cartes. Alors, on va dire que c'est des points de vie qui sont plus ou moins faciles à faire. Donc là, c'est un mécanisme un poil sophistiqué, puisque dans les cartes de combat, vous aurez aussi des symboles, et sur ces symboles-là, il faudra essayer de les avoir pour pouvoir tuer des monstres. Donc chaque monstre aussi a une attaque spéciale, enfin pas tous, mais la plupart. Donc des attaques spéciales, et oui, tous en fait, et aussi des attaques de région qui peuvent influer. En sachant que dans ce jeu-là, vous avez 2 niveaux de jeu. Celui de vos héros qui se déplacent dans le jeu et qui font des quêtes, des missions, etc. et qui n'influencent quasiment pas les batailles, tout du moins au départ. Après, des cartes ou des effets de jeu peuvent leur donner des effets. Mais ensuite, ensuite, vous avez le combat. Donc ça veut dire que littéralement, vous pouvez avoir juste votre héros qui est immortel, hein, donc tous vos héros sont immortels, qui joue et c'est déconnecté en fait de vos armées. Donc il y a une espèce de double gestion, et ce qui est bienvenu parce qu'au fait, au final, théoriquement, c'est vrai que ce sont des héros quasi immortels. Et donc c'est vrai qu'une armée ne peut pas trop les vaincre. On imagine qu'ils peuvent s'échapper à chaque fois par quelques miracles. Donc là, vous avez les figurines, le matériel. Donc là, vous trouvez, je dirais, vos soldats. Donc chaque personnage a un nombre limité de soldats. Il y en a, je crois, une douzaine, je suis plus sûr. Mais je peux le regarder directement dans les règles. Donc vous avez aussi 4 prêtres. Là, je me suis mis le doute, donc j'ai envie de regarder. 4 prêtres et aussi des petites pastilles que vous allez voir et qui permettent de savoir si vous avez utilisé ou non ces actions. Donc 4 prêtres, 15, voilà, 15 soldats, en sachant qu'effectivement, en milieu, fin de jeu, vous allez peut-être les avoir tous construits, donc il y aura un intérêt à les envoyer à la guerre. Donc 4 couleurs, et vous voyez des figurines. Alors, des figurines que je n'ai pas peintes toutes ou partiellement. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas finie. Je l'ai laissée en noir avec un petit truc tordu. Mais, alors, ouais, c'est un peu flou. Voilà, là, c'est un peu mieux. Bon, c'est pas les plus réussis. Là, j'ai fait pas mal de monocouches. Tout ça, c'est un petit peu tordu. Alors, c'était les premières figurines que je peignais. Donc, le monocouche qui est quand même plus sympa que le gris. Voilà, là vous avez aussi le Minotaure là, qui est déjà un peu moins monochrome et qui, voilà, une fois peint, sa petite gueule. Voilà. Et vous avez donc des monstres qui vont aller sur le plateau de jeu à chaque fois. Et je vais vous présenter quand même les grandes figurines. Donc comme je vous le disais, voilà les grandes figurines, en sachant qu'elles sont montables. Alors elles sont montables, enfin, désassemblables, parce que effectivement, ça marquera le temps de jeu en fait. Il faut savoir que quand donc le jeu commence comme ça et au fur et à mesure, bah, vous allez les poser. Alors, hop, ça fait un petit moment, et vous allez les assembler au fur et à mesure. Donc, hop. Donc là, on peut admirer le monochrome aussi, qui fait le job. Hein, le monochrome, faut pas avoir honte. Là, il manque un petit peu des trucs, quoi. Mais hop.
Et voilà, donc il y a ça. Et je crois qu'il y a une petite lance qui doit se balader ici. Donc sur le plateau, ça a quand même de la gueule, comme on dit. Voilà, donc là, tout ça c'est un petit peu tordu, mais voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Hop, là, je vous laisse admirer parce que finalement, c'est quand même, c'est vrai que ça rend bien la caméra. Pourtant, ouais, il n'y a aucun talent dans la peinture, hein, c'est à portée de n'importe qui. Là, vous voyez, j'ai fait Hermès en doré, euh, voilà, qui s'assemble aussi. Donc, vous avez sur le plateau des belles petites choses. Euh, voilà, donc ça, c'est pour les figurines. À la limite, je vais les rassembler un petit peu plus sur le champ de la caméra. Après tout, c'est quand même un petit peu intéressant de l'avoir en coin de l'œil. Ici, c'est les cartes. Alors, elles sont plutôt belles, elles sont relativement épaisses, elles sont assez solides. Donc ça va être soit des cartes combat. Donc là, c'est des cartes qui rappellent le jeu. Activation de monuments, donc ça, c'est encore autre chose. Les temples, les événements. Donc ouais, j'ai mis ça tout ça un peu en vrac. Mais les événements, finalement, c'est quoi? C'est plus un monstre qui va apparaître ou avoir un effet, ou avoir un petit effet, quoi. Voilà. L'attaque des monstres. Donc ça, c'est pour l'attaque des monstres. Donc vous avez un système que je vais un peu vous expliquer quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir dans le jeu qui est important? Donc là, c'était pour la partie un petit peu matérielle. Je vais quand même la terminer, la partie matérielle. Je vais vous montrer les héros. Donc ça, c'est Persépolis. Alors, c'est des figurines qui sont moyennes, on va dire, de qualité. Mais bon, je pense que le niveau de figurines voilà, va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc celles-là, je ne les ai pas peintes en fait, j'aurais pu parce qu'elles ne sont pas forcément très compliquées à peindre. Voilà, donc ça c'est Hélène. Bon voilà, j'ai préféré peindre des grandes figurines. Ça c'est Ulysse, donc vous voyez, il y a quand même cette ambiance un petit peu steampunk. Voilà, Ulysse dans ce format-là. Sinon, il y avait quand même quelques cartons. Donc ça représente des temples donc, qui vont être mis au fur et à mesure du jeu. Ici, c'est des petits jetons pour représenter les points de dégâts. Là, pareil, c'est pour une partie en jeu solo, une partie pour du contrôle de pouvoir. Donc, vous avez à peu près le matériel du jeu qui est là. Et donc, il y a un petit peu d'artefacts aussi qui manquent. Alors, voilà pour le matériel. Donc, pour en revenir un petit peu au système de jeu, une chose qui est intéressante, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Alors, une des choses intéressantes dans ce jeu-là, justement, c'est les conditions de victoire. Donc, c'est une mécanique plutôt sympathique qui évite d'avoir des jeux un peu trop monolithiques, puisque vous avez effectivement 4 conditions de victoire. Voilà. Donc, 4 conditions de victoire avec quelque chose d'assez simple, c'est le contrôle de 2 territoires. Donc, c'est 2 grandes zones du jeu. Donc là, il vous les rappelle. Sur la carte, vous avez des zones qui sont importantes. Donc, dès que vous en gagnez 2, vous gagnez, quoi. Ensuite, vous avez la possibilité de tuer 3 monstres. Donc, celui qui arrive à tuer 3 monstres donc, gagne la partie. Celui qui contrôle 5 régions avec un temple, en sachant que les temples vont être construits au fur et à mesure du jeu, il gagne. Et enfin, la condition un petit peu de fin de jeu, c'est le roi des rois. C'est lorsqu'un grand monument comme celui-ci est achevé. Voilà, quand il est achevé, en fait, ça sonne la fin de jeu. Et donc, celui qui contrôle le monument à la fin du 3e tour a gagné. Donc, d'où le petit carton comme ça de fin de tour. Voilà, petit carton comme ça ici. Donc voilà, 4 conditions de victoire. Donc, quel est l'intérêt? C'est de rendre le jeu très dynamique, de rendre le jeu où il faut vérifier un peu les conditions de victoire de chacun, parce que si un joueur s'étend sur la carte, donc il est en voie de gagner, mais si un autre est en train de tuer des monstres, a déjà tué 2 monstres et va vers le 3e, il est aussi en train de gagner, donc vous pouvez être amené à être un petit peu entre deux pour dire attention, attention. Donc, comme beaucoup de jeux de confrontation, c'est le jeu des pleureuses aussi, hein, donc c'est-à-dire m'attaque pas moi, c'est pas moi qui est en train de gagner, c'est l'autre. Donc il y a cet aspect-là. Et aussi des conditions de victoire, donc, comme je disais, c'est assez intéressant. Voilà, on n'est pas dans du monolithique.
Alors, je vais vous montrer aussi la carte, comme ça vous aurez aussi une vision un peu totale du jeu. La carte qui est relativement grande, alors finalement, ouais, je ne sais pas si c'est trop une bonne idée. Donc ouais, la carte est grande, c'est vrai que sur cette table, ça exige pas mal de place. Donc là, je vous la passe par le haut, voilà. Et à mon avis, il n'y aura pas grand-chose qui ira dans le champ. Voilà, donc j'essaie de vous la montrer. Voilà, tout ça est totalement improvisé évidemment, donc comme ça, voilà. Donc là, il manque encore un grand bout, hein. Il y a encore 2 autres. Mais voilà ce que ça donne avec des grandes figurines que vous posez là, par exemple. Voilà, donc ça veut dire que c'est assez habité. Alors, pourquoi j'ai fait aussi cette vidéo? Je vais vous en parler aussi. Lord of Hellas, c'est un jeu qui est sorti en 2018, mais actuellement, Awaken Realms va ressortir le jeu sous forme d'une version un petit peu 2.0 qui s'appelle Lords of Ragnarok. Donc Lords of Ragnarok, c'est un nouveau GameFound, enfin, c'est l'équivalent de Kickstarter, mais intégré à la maison. Je crois que c'est le propre site participatif de Awaken Realms. Et donc sur GameFound, ils vont proposer Lords of Ragnarok. Lords of Ragnarok, donc avec des mécanismes de jeu qu'ils ont annoncés comme étant un peu plus améliorés, un peu plus fluides, donc plus mieux, quoi, une version 2.0, et donc qui devrait, la petite, hop, et donc qui devrait rapporter pas mal d'argent à Woken Realms, mais qui va permettre de remettre peut-être certains défauts du jeu, de les gommer, de les améliorer. Donc, c'était important d'en parler parce que ça peut vous donner une idée, si vous voulez le backer, ce jeu, de quoi ça parle. Donc, qu'est-ce qui peut vous intéresser dans ce jeu-là? Moi, je vais vous donner plus mon avis. Alors, mon avis sur ce jeu, est-ce que je l'aimais ou pas? Oui, parce que je l'ai gardé toujours. Oui, parce que je l'ai quand même peint. Donc, ça veut dire il y avait quand même de l'intérêt pour ce jeu. Ce que j'aime dans ce jeu-là aussi, c'est qu'il y a une confrontation qui est intéressante. Alors moi, j'y ai joué à 3 et à 4. À 3, je trouve le jeu un peu tiède et à 4, beaucoup mieux. Alors pourquoi mieux à 4? Parce que dans cette carte qui est relativement grande, l'espace va quand même manquer. Et donc comme l'espace va manquer, ça va accélérer les confrontations. Et comme on est à 4, contrairement à un jeu à 3 où le premier qui bouge, tout le monde peut se regarder un peu en chien de faïence, l'avantage d'être à 4, c'est qu'il y en a un qui s'y prend un petit peu. À un moment, comme l'espace va manquer, il va forcément y avoir du conflit. Et donc, comme un conflit, on provoque un autre, puis un autre, puis un autre. C'est-à-dire que la carte va vite être en bataille. Et donc, ça, c'est intéressant. À 4, il y a plus de tension, une course au monstre qui est plus intense, une course au territoire qui est plus intense, et aussi l'intérêt, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, comme il y a 4 personnages, vous allez avoir l'impossibilité en fait de faire des 3 contre 1 parce que la carte est tellement restreinte que finalement vous allez être obligé d'être à 2 contre 1. Et donc le quatrième, pendant ce temps-là, il pourra aussi faire ce qu'il veut dans son coin, aller chasser des monstres, faire des quêtes, et donc faire pas mal de petites choses pendant que les autres seront tranquilles. Alors peut-être que celui qui se fait attaquer par les deux, il dira aide-moi au secours à l'aide, mais voilà, il y aura des opportunités pour le quatrième parce que les 4, j'ai rarement vu un joueur être en contact avec 3 autres joueurs. Donc vu qu'il y a un nord, un sud, un milieu, donc la carte est plutôt en longueur, ça crée plutôt des zones de contact avec 2 joueurs, mais jamais, quasiment jamais 3 joueurs. Donc aussi, comme il y a plusieurs conditions de victoire à 4, bah, chacun va pouvoir essayer d'avoir un peu son sens du jeu. Donc il y en a un qui va peut-être se décider pour chasser des monstres et un autre qui va se décider à se développer sur la carte. Donc tout ça, c'est des choses très intéressantes. Sinon, sur le mécanisme des règles, je vais quand même en parler. Donc le mécanisme du jeu est relativement simple. Vous débarquez avec un pion sur la carte avec votre héros. Chacun des héros, on va prendre celui-là par exemple, on va prendre plus un jeu du jeu de base, Héraclès. Donc au début du tour, vous défaussez un pion de gloire pour piocher des artefacts. Donc oui, il y a des artefacts. Et en mélanger d'autres. Alors vous avez un pouvoir, je dirais, assez puissant et un pouvoir un peu moins puissant. Donc le bonus de départ, c'est le pouvoir un peu moins puissant. Donc c'est, par exemple, là, il commence avec 2 de force, en sachant que les héros ont des caractéristiques. Ils en ont 3 exactement.
Basiquement, la vitesse, c'est pour ce nombre de cases que l'héros peut se déplacer. La force, ça lui sert pour combattre les monstres. Plus il est fort, mieux c'est. Et le commandement, c'est le nombre de troupes qu'il peut déplacer par tour. Et donc, vous allez faire aussi des choix pour avoir peut-être un héros plus mobile qui pourra peut-être plus intervenir pour faire des quêtes, parce que partout sur la carte, vous allez avoir des quêtes, ou vous allez préférer bouger plus de troupes pour essayer d'avoir une suprématie sur la carte plus importante. Ou encore, vous allez essayer de choisir d'augmenter votre force pour essayer d'avoir plus de cartes pendant les combats contre les monstres. Donc, vous avez des arbitrages à faire. Certains personnages, justement, comme je vous le disais, sont un peu plus orientés parce qu'ils ont une force plus élevée, donc il est plus poussé à aller tuer des monstres. A priori, par exemple, Achille, lui, il se déplace à 2, donc lui, par exemple, il est plus intéressé à se déplacer sur la carte. Donc ça, c'est les bonus de départ. Et la capacité spéciale aussi, qui est intéressant. Donc lui, c'est un des rares personnages, c'est le seul personnage qui a une influence sur le jeu avec ses forces armées. Lui, il a une influence et qui peut gagner des artefacts. Donc ça, c'est intéressant. Les artefacts, il n'y en a pas forcément beaucoup, c'est des pouvoirs relativement puissants. Et voilà pour les personnages. Ensuite, sur la façon de jouer, alors vous êtes sur une carte et vous avez en fait, et c'est rappelé, alors c'était rappelé, c'est marrant, j'étais persuadé que c'était rappelé sur les, euh, sur les jetons de joueurs, mais pas du tout. Donc vous avez des aides de jeu, et là qui vous le rappelle. Donc le tour d'un joueur, c'est considéré sur des actions standards, une action spéciale. Donc pour commencer, vous avez le droit de faire 3 actions, enfin 4 plus exactement, actions standards, dans l'ordre que vous le souhaitez. Donc l'adoration, c'est envoyer des prêtres sur les statues. Donc il n'y a que 2 places de statues, et encore faut-il constituer des prêtres, ce qui est une ressource relativement rare. Et quand vous envoyez un prêtre à l'autel, vous gagnez des bonus en fonction du niveau de hauteur du monument. Et donc, ça vous donne un bonus sur une caractéristique basiquement, mais aussi un petit effet comme piocher des cartes combat, recruter des troupes ou déplacer vos armées. Donc, selon quel monument vous allez faire progresser d'un niveau, eh bien, vous allez gagner un bonus équivalent à ce monument-là. En sachant que quand un monument est terminé, vous sonnez la fin de jeu. Et qui contrôle la zone où le monument est, au bout de 3 tours, gagne la partie. Donc, attention à la construction de monuments, mais c'est l'adoration, donc ça vous permet de construire des monuments. Utilisation d'artefacts, donc ça c'est basique, c'est j'ai un pouvoir avec un artefact, je l'enclenche. Et là c'est plus intéressant, c'est déplacement du héros, déplacement des hoplites. Donc les hoplites c'est les troupes, donc vous les déplacez sur la carte et ça vous permet de faire éventuellement un combat, en sachant que si vous avez 4 de commandement, vous allez en déplacer 4. Donc forcément c'est quand même plus simple de faire des batailles avec 4 troupes qu'avec une seule. Et déplacement du héros, plus il se déplace vite, plus vous pourrez aller l'envoyer faire des missions. Vu que la principale fonction des héros, c'est quand même de faire soit des quêtes pour aller gagner de la gloire, soit tuer des monstres pour gagner aussi de la gloire. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Donc il y a 2 jeux en un et ça c'est vraiment assez sympa. Et sinon les actions spéciales, c'est des actions dites de tableau. Donc elles sont communes à tous les joueurs. Et donc, vous pouvez faire ces six choses-là. Oui, quand vous faites une adoration, pardon, vous ne construisez pas le monument. J'ai bugué, mais c'est juste vous gagnez le pouvoir équivalent. Euh, donc, pour reprendre, alors vous voyez, vous avez un tableau ici, donc des actions spéciales. Il n'y en a que 7 en tout et pour tout, en sachant que l'une d'elles, c'est une réinitialisation. Donc, sur le tableau, vous avez 6 actions possibles. Soit faire avancer une région à une autre région un nombre de troupes quelconque, de 1 à 5. Soit faire du recrutement, donc c'est 2 par région et 4 sur certaines régions spéciales. Construire un temple, si votre région dispose d'un symbole temple, vous construisez un temple et donc vous gagnez un prêtre. Chasse, vous attaquez un monstre tout simplement. Usurpation, si vous avez un marqueur de contrôle de la région grâce à de la gloire, vous pouvez chasser une armée d'une région qui en fait se soulève en votre gloire, on va dire ça comme ça. Et préparation, qui est une action assez basique mais très importante, qui permet soit de se soigner, soit de piocher des cartes combat, soit de recruter. Donc vous avez le choix en 2 parmi les 3, donc ça c'est une action assez importante du jeu. Et enfin, l'action de construction de monuments, donc qui est une action de nettoyage, parce qu'en fait, justement, ça sert à ça, ces petits jetons.
Quand vous avez fait une fois une action comme préparation, vous mettez un marqueur dessus pour dire que vous l'avez faite et vous ne pouvez plus la refaire jusqu'à ce que vous les nettoyiez grâce à la construction de monuments. Donc tous les joueurs retirent l'action de construction de monuments, ça nettoie le tableau de tous les joueurs, y compris vous-même. Et donc ça a en fait une influence sur l'ensemble du jeu. Donc c'est une action à bien calculer quand vous la faites, en sachant que vous pouvez être contraint à construire le monument parce que vous avez fait ça, vous ne pouvez pas le faire, ça vous l'avez déjà fait. Enfin, vous voyez, à un moment, ça peut être contraint de le faire. Donc c'est une action qui est intéressante pour gagner des prêtres si vous avez des temples et aussi pour ensuite bouger les monstres. Et donc ça vous donnera un léger contrôle sur les monstres qui vont se déplacer et éventuellement attaquer les soldats des adversaires, voire pour certains attaquer les monstres. Donc le gameplay, basiquement, c'est vraiment ça. Après, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du combat contre les monstres. Pourquoi? Parce que il est relativement complexe. Il faut juste savoir que dans ce jeu-là, vous avez des cartes de combat. Vous commencez le jeu avec une seule carte de combat. Et par exemple, je vais prendre celle-là qui est dans mon petit paquet. Cette carte de combat, soit vous pouvez l'utiliser pour un combat local, donc avec vos troupes d'hoplites. Et donc, vous avez un effet qui est marqué ici. Alors, je vais rapprocher à la caméra. Voilà. Et puis, je vais essayer de faire le point. Voilà, le point est fait. Et soit vous pouvez l'utiliser pour le combat contre le monstre. Donc, c'est la partie haute. Et donc, vous aurez ce marqueur arc. Et comme je vous l'avais expliqué un peu plus tôt, chaque monstre a des points vulnérables. Et donc, le fait de jouer cette carte combat, vous la jouez, vous lui faites un point de dommage directement ici. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez beaucoup de cartes combat en main, en sachant qu'il y a un nombre limité de cartes combat, eh bien, vous pouvez éclater un monstre d'un coup. Voilà. Et en plus, certaines cartes combat, elles ont une fonction un petit peu de joker. C'est-à-dire que si vous avez 3 cartes combat avec le symbole arc, vous pouvez faire un dégât de n'importe quel type. Donc, un dégât de n'importe quel type, ça veut dire que vous pouvez faire un dégât ici, ici. Donc certains monstres, c'est difficile de les tuer en un tour, d'autres fois c'est possible quand vous êtes très fort. Mais voilà, il y a aussi un jeu dans le jeu en dehors du combat. Et là encore, je vous dis, c'est quand même très sympathique au niveau du plaisir de jeu. Et donc ça, par exemple, ça c'est les quêtes que vous pouvez accomplir en envoyant vos héros pour recruter de la gloire et aussi gagner des petites récompenses. Voilà. Écoutez, l'idée de cette vidéo, comme je vous le disais, c'était surtout de vous donner peut-être une connaissance un petit peu du jeu Lord of Hellas, parce qu'effectivement, avec le case de Lord of Ragnarok, vous allez avoir peut-être envie de l'acheter et c'est peut-être bien de connaître un petit peu les règles et sur quoi vous allez vous engager. Donc je ne suis pas forcément rentré dans le détail des règles, mais que vous ayez un peu une idée du gameplay. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je le rappelle, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à utiliser les liens que j'ai mis dans la description pour aider la chaîne quand vous achetez vos jeux. Et sinon, je vous souhaite un bon jeu, amusez-vous bien et bonne journée.